Ici la voix de Benjamin Vincent, vendredi 25 avril 2025. Bonjour et bienvenue dans ce 36e épisode des Voix de la Tech. Chaque vendredi, l'actu tech décryptée par les voix qui la font. Deux voix de la tech au programme cette semaine. Tout à l'heure, rencontre avec Jean-François Pillou, le créateur de CommentSaMarche.net en 1999. Jean-François Pillou s'est lancé dans une nouvelle aventure, créer l'application de découverte idéale pour les voyages. Le résultat s'appelle Around Us, une mine d'informations avec 12 millions de sites répertoriés à travers le monde, identifiés par des cercles plus ou moins grands selon leur popularité. L'idée, donc, c'est une carte épurée où il ne reste que les trucs intéressants. Et ces trucs intéressants, en plus, je les ai scorés. C'est-à-dire qu'en gros, je leur ai donné ce que j'appelle un tourist score. C'est une estimation du nombre de gens qui s'intéressent au lieu par mois. Mais du coup, ce que je fais, c'est que je crée des bulles avec une prévisualisation du lieu qui sont d'autant plus grosses que le lieu est connu. Et les Globetrotters ne s'y trompent pas, avec déjà 1 million de visiteurs par mois sur le web et plus d'1 300 000 téléchargements pour l'application gratuite, disponible sur iPhone, sur Android, sur Apple TV et aussi dans le Vision Pro. Je vous conseille déjà l'intégralité de l'interview disponible avec la version intégrale uniquement sur Apple Podcast. Dans un instant, c'est un autre entrepreneur à la fois audacieux et touchant que je vous propose de découvrir. Son nom, Vassili Lemoigne. Il vient de créer InTouch, une IA qui passe des coups de fil à nos aînés, à nos parents, aux personnes âgées qui se sentent seules. Bonjour, je m'appelle Marie et je suis l'assistant IA d'InTouch. Voilà comment commence chacun des appels de Marie. Marie, le nom de l'IA, mais aussi le prénom de la propre mère de Vassili Lemoigne. Garde donc au mauvais procès, il pense positif, il espère apporter du réconfort et de la présence à celles et ceux qui se sentent seuls. Quand on pense qu'une personne âgée sur 4 parle à moins de 3 personnes par semaine et qu'il y a 10% des personnes âgées en France qui ne parlent à personne pendant plusieurs mois et que les seuls contacts qu'ils ont, ce sont avec des docteurs ou des infirmières, les gens qui n'ont pas vécu ça, ils ont du mal à comprendre, bien sûr. Alors comment fonctionne l'IA d'InTouch ? De quelle manière a-t-elle été entraînée pour répondre aux besoins et au rythme des personnes âgées ? Que répond Vassili Lemoigne aux critiques sur fond d'inhumanité ? Toutes ces réponses dans un instant avec le créateur bien français d'InTouch depuis Prague en République tchèque. Auparavant, ce petit rappel, Les Voix de la Tech chaque vendredi, c'est un podcast que je vous propose en 2 versions. La première, 30 minutes, disponible gratuitement sur toutes les plateformes de podcast et aussi en vidéo sur YouTube. La seconde, c'est la version audio intégrale avec les interviews en totalité, uniquement sur Apple Podcast, où vous pouvez d'ailleurs profiter de votre passage pour déposer un avis avec vos mots bien à vous, mettre une note aux Voix de la Tech, une note 5 étoiles bien évidemment. Merci d'avance de votre soutien, quelle que soit la version préférée. Un seul conseil, abonnez-vous. Et puis pour m'aider à faire connaître le podcast, 2 options. D'abord en parler autour de vous et puis republier les posts du compte Les Voix de la Tech, que ce soit sur Blue Sky, LinkedIn, Instagram, X ou Facebook. Merci d'avance pour votre soutien. Vassili Lemoigne, bonjour. Bonjour Benjamin. Merci d'être l'une de mes voix de la tech cette semaine. Alors je vous présente Vassili, vous êtes entrepreneur, vous êtes coprésident de la French Tech Prague depuis 5 ans je crois. Vous êtes conseiller consulaire à l'ambassade de France depuis 8 ans. Et si je vous ai invité aujourd'hui, Vassili, c'est pour InTouch, le service que vous avez lancé à base d'intelligence artificielle qui passe des appels téléphoniques quotidiens à nos parents, à nos aînés, à notre place. Dans un instant, vous allez me dire comment vous présentez, comment vous définissez InTouch, mais quelle est la première réaction des gens qui découvrent InTouch en général ? La première réaction, je viens de la voir quand vous avez dit qui appelle à votre place, parce qu'en fait, on n'appelle pas à votre place, on appelle en complément de vos appels et de vos visites. Et ça, c'est très, très important. Le but n'est pas de remplacer, c'est au contraire de complémenter les appels et les visites afin de faire baisser le sentiment d'isolation ou de solitude des personnes âgées. Ok, je comprends. C'est vrai que l'idée,
peut amener à une forme de détournement peut-être de l'intention et de l'objet du service. Comment est-ce que vous le définissez, vous, quand vous êtes face à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, à qui vous le présentez? Bien sûr. Le service est un service d'appel pour les personnes âgées isolées, souvent des personnes qui ont une mobilité limitée, donc qui naturellement sont plus seules et passent une partie de la journée seules. Et on les appelle de façon régulière, tous les jours. On a des conversations avec elles. Ces conversations se basaient sur leur histoire, sur leur relation de famille, sur les choses qui les intéressent. Et on travaille avec elles sur leur mémoire, la mémoire à court terme, la mémoire à long terme. Et on travaille aussi avec la famille pour communiquer avec la famille, dire que la personne âgée se porte bien, qu'elle est de bonne humeur ou qu'elle n'est pas de bonne humeur, quels sont les sujets qui les intéressent. Et donc, essayer d'aider la famille quand ils rendent visite ou qu'ils appellent à avoir des sujets qui sont positifs pour la personne âgée. Quand vous dites « on les appelle », c'est qui on? Alors, c'est Marie, c'est notre assistante intelligence artificielle qui est spécialement entraînée pour parler aux personnes âgées. Et ça, c'est très important parce qu'on ne parle pas à une personne âgée de la même façon que l'on parle à une personne de notre âge. Les personnes âgées ont parfois des réactions plus lentes. Elles ont besoin de plus de temps pour comprendre ce qu'on leur dit, le sujet dont on parle. Donc, on ralentit la voix pour s'adapter à leur façon de réfléchir, à leur façon de parler. Donc, c'est une intelligence artificielle très spécialement entraînée pour les personnes âgées. Vassili, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute une démo que vous avez vous-même enregistrée avec Marie. Ça se passe comme ça. On va en écouter un extrait. Bonjour, je m'appelle Marie et je suis l'assistant IA d'InTouch. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va, j'ai un petit peu un rhume, mais ça va à peu près, merci. Je suis désolée d'apprendre que vous avez un rhume. J'espère que vous vous sentirez mieux bientôt. Puis-je savoir avec qui j'ai le plaisir de parler? Vous parlez avec Richard. Enchanté Richard. Votre après-midi se déroule comment? Ça se passe plutôt bien. J'étais en train de lire un livre sur la chute de l'Empire romain. C'est fascinant Richard. L'Empire romain est un sujet si riche. Je voulais savoir, est-ce qu'on pourrait faire un jeu de mémoire? Absolument Richard. J'adore les jeux de mémoire. Disons que je commence. Je vais vous donner 3 mots, char, maison, arbre. Répétez-les dans le même ordre. Char, maison, arbre. Excellent. Maintenant, je vais ajouter un mot, soleil. Char, maison, arbre, soleil. À vous. Ah, là, vous voulez me tester. Bon, j'aimerais bien continuer, mais je ne peux pas, je suis obligé de partir. Mais je vous remercie de votre appel. C'est dommage que vous deviez partir sitôt Richard. J'ai beaucoup apprécié notre conversation. J'espère que vous vous sentirez mieux et que nous pourrons poursuivre notre discussion une autre fois. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Au revoir. C'est une voix unique pour tous les destinataires des appels qu'on vous confie? Oui, c'est une voix unique. C'est une voix... on a fait le choix de prendre une voix unique et standard, on a refusé l'idée de créer une voix spéciale utilisant des personnes connues de la famille, parce qu'on trouvait que c'était pas une bonne direction à prendre. C'est une voix unique, standard pour tout le monde. Et clairement, on dit que c'est une voix d'intelligence artificielle. Pourtant, ça pourrait être un service supplémentaire, que ce soit la voix du petit-fils ou la voix de la fille qui Mais c'est appelle pas notre directement. Mais c'est pas notre intention. Notre intention n'est pas de remplacer la famille, c'est d'être un complément à la voix de la famille. Et on a beaucoup parlé en interne. Imaginez un instant qu'on utilise la voix d'une personne qui est morte. Et ça, on ne voulait absolument pas aller dans cette direction-là. Donc c'est pour ça qu'on a choisi une voix unique, la même pour tout le monde, de telle sorte qu'il n'y ait aucune confusion possible. C'est une intelligence artificielle et ce n'est pas une personne de la famille, ce n'est pas une personne, c'est Marie de InTouch. Le contrat, c'est quoi? C'est un appel par jour? Est-ce que c'est plus, moins?
c'est la famille qui choisit. Ça peut être un appel par jour, ça peut être 3 appels par semaine. En fait, la famille choisit quel jour et à quelle heure on appelle pour correspondre au rythme de vie de la personne âgée. Est-ce qu'il y a une durée fixe Non, il y a pas de limite. Les appels, en général, c'est entre 5 et 15 minutes. Le record est détenu par une personne de 101 ans qui a parlé à peu près 1 heure et demie. Donc, elle parlait de sa vie pendant la guerre et de sa carrière de tenniswoman. Donc, elle parle pendant 1 heure et demie et en général, elle a des longues conversations. Mais il n'y a pas de limite. Ça dépend de la personne. En fait, Marie détecte quand la personne âgée soit est fatiguée, soit a envie d'arrêter la conversation. Et donc, elle finit la conversation. Ça dépend. Est-ce que l'une des réactions, c'est aussi « mais ça veut dire que vous n'allez plus m'appeler » Ça, c'est surtout une réaction que j'entends dans les commentaires. C'est vous allez utiliser InTouch pour ne plus appeler vos parents. Si une personne utilise InTouch pour ne plus appeler ses parents, je ne pense pas que le problème soit InTouch. Mais est-ce que ça peut aussi, entre guillemets, permettre à certains de se défausser de leurs responsabilités? Alors ça, là, on commence à parler d'un problème de société. Entre s'occuper des enfants, le travail, le patron qui met la pression et s'occuper de la personne âgée, c'est évident qu'il y a une pression. Est-ce que certaines personnes gèrent plus ou moins bien cette pression et vont utiliser InTouch? J'espère que non. C'est possible. Mais à nouveau, le problème, si ça se passe, c'est pas InTouch, c'est comment est-ce que notre société gère le vieillissement de sa population et s'adapte à ça. Et là, je pense que l'intelligence artificielle a absolument un rôle à jouer parce que déjà, vous, nous, tout le monde, on utilise l'intelligence artificielle et on sait que c'est bénéfique. Alors, pourquoi est-ce que ce ne serait pas bénéfique pour les personnes âgées? Dans l'application, il y a plusieurs choses. On dit si la personne est de bonne humeur ou non. Donc, après les conversations, on envoie une notification à la famille en disant votre parent est de bonne humeur. Un peu comme la météo. Un peu comme la météo de façon journalière, elle est de bonne humeur. Et si vous voyez qu'il n'y a pas de bonne humeur, c'est peut-être le moment de passer un coup de fil. D'ailleurs, on le dit dans les notifications, on dit c'est peut-être le moment de passer un coup de fil. Et puis aussi, on fait des résumés de la conversation très courts en disant voilà les sujets qui ont abordés et qui ont apporté de la bonne humeur. De telle sorte que quand vous appelez, vous savez de quoi parler pour avoir une conversation positive et avoir des nouveaux sujets. Parce que si dans la conversation, il y a une conversation, je ne sais pas, sur l'histoire de Rome, par exemple, ou un livre qui est intéressant pour la personne âgée, ça peut générer une conversation qui n'a pas eu lieu avant. Et donc, au lieu de... Vous savez, avec le temps, quand on appelle nos parents, ça devient un peu routinier. Comment ça va? Est-ce que tu as fait tes courses? Tu as pris tes médicaments? Et ça devient un peu automatique. Et là, on essaie d'apporter une petite étincelle de temps en temps dans la conversation. J'ai oublié de dire une chose qui est fondamentale, c'est que la personne âgée n'a besoin d'aucune technologie. Juste le téléphone dont elle a l'habitude, point barre, c'est tout. Comment vous est venue l'idée, Vassili, d'InTouch? Ça fait 40 ans que j'ai quitté la France, que je vis à l'étranger, à travers le monde, comme 3 millions de Français d'ailleurs qui vivent à l'étranger. Et j'ai vu mes parents vieillir petit à petit. Et puis mon père est mort et ma mère a eu un premier accident de santé. Et là, je me faisais toujours du souci, même si je l'appelle très, très régulièrement. J'allais lui rendre visite moins souvent, mais je l'appelais très, très régulièrement. Les jours où je ne l'appelais pas, j'avais toujours cette peur au ventre, est-ce qu'il lui arrivait quelque chose? Et en fait, j'ai beaucoup travaillé dans la technologie depuis les années 90 à Microsoft, où j'ai travaillé dans la technologie mobile, je travaille sur l'Internet et maintenant dans l'intelligence artificielle. Et quand l'intelligence artificielle est arrivée à un certain niveau, j'ai dit, là, c'est le moment de combiner les trois et de faire un service où je puisse avoir des informations sur ma mère, savoir qu'elle est en bonne santé, même les jours où je ne l'appelle pas. Et ça, j'ai commencé il y a 2 ans. Ma mère a été ma première bêta-testeuse. Et elle m'a beaucoup aidé pour la création du service. Malheureusement, l'année dernière, elle a fait un AVC. Maintenant, elle ne peut plus parler. Donc, elle ne peut plus utiliser InTouch. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, l'InTouch s'appelle Marie. C'est en hommage à ma mère qui s'appelle Marie, pour qu'elle continue à faire partie de l'histoire malgré son AVC. Écoutez, je pense fort à elle et je suis touché par votre histoire. Est-ce que vous comprenez pour autant que la nouvelle de la création de votre service d'InTouch provoque une forme d'incompréhension, voire de jugement chez certains
qui ne le connaissent pas? Bien sûr, c'est normal, c'est une nouveauté. Dans le secteur des services pour les seniors, il n'y a pas beaucoup d'innovation. C'est l'intelligence artificielle, ça va très vite. Donc, je comprends qu'il y ait des gens qui soient surpris, qui aient peur, que ça soit surprenant, peut-être, mais que ça soit utile, j'en suis absolument certain. Est-ce que vous avez déjà eu des réactions du type ah mais c'est monstrueux? Bien sûr, je vois des commentaires. Ce sont souvent des personnes jeunes qui n'ont pas été exposées à la solitude des personnes âgées, qui ont pas vécu ou qui n'ont pas l'expérience de voir des personnes âgées seules. Quand on pense qu'une personne âgée sur 4 parle à moins de 3 personnes par semaine et qu'il y a 10% des personnes âgées en France qui ne parlent à personne pendant plusieurs mois, et que les seuls contacts qu'ils ont, ce sont avec des docteurs ou des infirmières. Les gens qui n'ont pas vécu ça, ils ont du mal à comprendre, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire un mot, Vassili, de la technologie derrière InTouch? L'IA, c'est un sujet qui avance très très vite. Sur quelle brique technologique vous vous êtes appuyé pour créer InTouch? La partie la plus difficile, c'est de générer des conversations en live, en direct, et d'être capable de comprendre ce que dit la personne, d'aller chercher les sujets qui vont intéresser et tout le travail pour avoir cette conversation en direct avec des temps de latence rares. Ça a été très, très difficile au début parce que l'intelligence artificielle, vous voyez bien quand vous utilisez ChatGPT, c'est assez lent. Ça prend beaucoup de temps. Or, quand on a une conversation en live, on n'a pas ce luxe-là d'attendre. Donc, il y a eu un travail d'optimisation extrêmement fort à faire. On a des partenaires qui nous ont beaucoup aidés, de la technologie qui nous ont aidés. Et c'est grâce à ça qu'on réussit à être rapide et avoir ces conversations qui sont de fait assez fluides. Est-ce que votre objectif, c'est qu'on ne fasse plus la différence entre la voix de l'IA et une voix humaine? Je veux toujours que la personne âgée sache qu'elle parle à une intelligence artificielle. Ça, c'est important. Que la qualité de la voix va évoluer, bien évidemment. Et je vous dis, tous les mois, c'est meilleur. Mais par contre, c'est toujours important de savoir que c'est Marie de InTouch et que c'est une intelligence artificielle. De garder cette distance entre Marie et la personne pour que la relation avec la famille et la relation avec Marie soient clairement séparées. Merci beaucoup, Vassili Lemoigne, pour ce témoignage et pour cette histoire assez incroyable autour de la création d'InTouch. Je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup, Vassili, et à bientôt dans les Voix de la Tech. Merci, à bientôt. Dans quelques instants, je vais rejoindre ma deuxième Voix de la Tech de la semaine, Jean-François Pillou, le créateur de CommentSaMarche.net, et beaucoup plus récemment d'Around Us, l'application de découverte touristique qui révolutionne les applis de voyage. Mais tout d'abord, quelques nouvelles de la semaine. C'était jeudi à Londres, la deuxième édition d'Adobe Max London, le pendant européen de la conférence mondiale de la créativité qui se déroule chaque année en octobre aux États-Unis. 6 mois après Max à Miami, l'éditeur de Photoshop, de Premiere et d'Illustrator a effectué une série d'annonces, notamment autour de l'IA générative. Chez Adobe, elle s'appelle Firefly, et Firefly pour les images s'appuie désormais sur la 4e génération de modèles, avec une résolution désormais de 2000 pixels de côté, avec un accent sur l'hyperréalisme des images et des portraits. Mais Firefly sait aussi générer de la vidéo, de l'audio, de la 3D et des images vectorielles. Une appli iOS et une autre appli Android sont d'ailleurs annoncées pour les prochains mois. Parmi les nouveautés figurent les planches d'inspiration, boards en anglais pour les fans de l'itération. Adobe qui enfonce le clou sur le thème des contenus générés par IA commercialement sûrs. En clair, en cas de procès, c'est Adobe qui paiera les avocats, mais étant donné que Firefly est entraîné sur des contenus autorisés, il est peu probable qu'une utilisation se termine en procès, sauf que Firefly s'ouvre désormais aux modèles extérieurs, des modèles comme Runway, VO2 ou Imagen 3 de Google et GPT-4o d'OpenAI. Or, ces modèles ne suivent pas la même déontologie que celle d'Adobe. L'éditeur de San José continue quand même d'insister sur la sérénité de ses clients et sur la sécurité commerciale. Autre promesse, vos contenus ne servent pas et ne serviront pas à entraîner les IA d'Adobe.
Dans Premiere Pro, l'allongement des clips grâce à l'IA à la verticale et à l'horizontale se fait désormais en 4K. Quant aux sous-titres, ils sont désormais traductibles automatiquement en 25 langues. Premiere Pro permet aussi désormais de traduire automatiquement la voix off. Photoshop sur Android arrivera cet été, soit 1 an après la version iPhone. Photoshop qui s'enrichit d'un nouveau panneau d'action intelligent. Fresco, l'application de peinture, propose désormais un tag qui dit « créer sans IA générative » qu'on peut ajouter dans les crédits d'une image. Enfin, Adobe a lancé la bêta publique d'une nouvelle web app pour protéger vos contenus. Elle incorpore des métadonnées invisibles au niveau des pixels qui résistent notamment à une capture d'écran. Une case à cocher permet d'indiquer aux IA génératives qu'on les interdit d'utiliser le contenu pour s'entraîner. Évidemment, elle n'aura d'intérêt que si les éditeurs de ces IA s'engagent à respecter ce choix. C'était mercredi, les 20 ans de YouTube, 20 000 milliards de vidéos publiées depuis cette toute première vidéo du 23 avril 2005, postée par Jarem Karim, l'un des fondateurs de YouTube, intitulée « Me at the Zoo », moi au zoo. 357 millions de vues à ce jour pour ces 19 secondes sans grand intérêt, mais qui sont quand même entrées dans l'histoire. Alright, so here we are in front of the elephants. And the cool thing about these guys is that they have really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. Retour en 2025, c'était le 8 avril à la conférence TED, deuxième jour d'une semaine consacrée à l'humanité réimaginée à Vancouver, au Canada. Sur scène, Shahram Izadi, le patron de la réalité étendue ou XR chez Google, porte de drôles de lunettes de soleil noir, comme des copies de Ray-Ban aux branches un peu plus épaisses. Les verres sont transparents, mais devant son œil droit, un carré scintille au milieu de la transparence. Ce minuscule écran intégré affiche notamment son script qui défile comme sur un prompteur. Il l'annonce à la salle, personne ne s'en était rendu compte. Il vient donner un aperçu de ces appareils qui associent Gemini, l'IA de Google, et donc la réalité étendue. En préambule, au projet Muan, ce casque-masque co-développé avec Samsung qui doit sortir d'ici la fin de l'année et dont une démo a d'ailleurs été réalisée sur scène. Ces lunettes sont en réalité l'étape d'après et il fait la démonstration notamment de cette fonction baptisée mémoire avec l'aide de sa collègue Nishta. The AI remembers what you see without having to be told what to keep track of. So you guys may have noticed I snuck a peek back at the shelf a moment ago. I wasn't paying attention, but let's see if Gemini was. Hey, did you happen to catch the title of the white book that was on the shelf behind me? The White Book is Atomic Habits by James Clear. That is absolutely right. So let's try something harder. I keep losing my hotel key card. Do you know where I last left the card? The hotel key card is to the right of the music record. Great. For someone as forgetful as me, that's a killer app. Sur ces lunettes comme sur le masque dans le cadre du projet Muan avec Samsung, on n'a eu aucune indication de disponibilité ni de prix. Et puis le 3 avril, Barack Obama participait à un échange avec le président de l'Hamilton College dans l'État de New York, dans la ville de Clinton. Et oui, ça ne s'invente pas, mais ce n'est pas la raison pour laquelle j'exhume l'intervention du 44e président des États-Unis aujourd'hui. Pendant cette heure et quart de questions-réponses, Barack Obama a parlé de son talent d'orateur, de l'écriture en cours du 2e tome des mémoires de sa présidence, de la vie d'après la Maison-Blanche, mais aussi d'intelligence artificielle, en parlant notamment du cas des développeurs, de ceux qui écrivent du code pour élargir aux nouveaux besoins de la société. Unless you are really good, like one of the top 1% in terms of understanding how to code, you're better off with a liberal arts education. Because, but here's the reason. What these machines can't yet do, and I don't anticipate we'll be able to do, is tell as good a story.
or show compassion, or be able to inspire a child, or build a sense of teamwork and get people to understand and believe in a common mission. Those kinds of people-based skills, human skills that are unique to us, there will be more need for that than ever. Barack Obama, le premier président digital, a-t-il réaffirmé. Il existe tellement de vidéos et de photos de lui pendant ses 2 mandats qu'il est devenu presque naturellement le premier cobaye des deepfakes. Allez, dans un instant, Around Us, l'application de découverte touristique qui met une claque à Google Maps avec son créateur, Jean-François Pillou. Bonjour Jean-François Pillou. Salut Benjamin. Bienvenue dans Les Voix de la Tech, Jean-François. Ça me fait très plaisir de t'accueillir dans le podcast. Eh ben, le plaisir est réciproque. Alors, je te présente, on va se tutoyer, hein, on se connaît depuis un moment maintenant. Je te présente en quelques mots, Jean-François. On ne peut pas ne pas rappeler la création de Comment ça marche. Et aujourd'hui, Jean-François, on a le plaisir de se retrouver pour Around Us, cette application de découverte que tu as imaginée, développée. Tout a commencé il y a 2 ans. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a donné l'envie, l'idée de créer une application, alors pas de voyage, mais de découverte il y a 2 ans? Ouais, alors j'avoue que je tourne autour du sujet du voyage depuis quelques temps. En fait, c'est en étant en vacances à Karnak où effectivement, je me suis rendu compte, et j'avais ce truc régulièrement, quand je vais quelque part, mon but, c'est d'aller voir ce qu'il y a autour, en fait. Et au final, les plus belles choses à faire et à voir sont gratuites. Et il y en a de partout dans le monde. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'outils pour les chercher. En l'occurrence, là, à Karnak, le truc, c'est que moi, mes enfants, je voulais leur montrer ce que c'était qu'un dolmen. Et du coup, je cherche dolmen sur Google Maps, en l'occurrence. Ouais. Et Google Maps, si tu cherches dolmen, il va te montrer l'auberge du dolmen, la crêperie des 3 dolmens, etc. Et puis, au milieu de tout ça, tu as quand même quelques dolmens, mais lequel tu vas aller voir, en fait. Et ils sont tous pareils, tu sais, c'est les petits pins rouges, une forêt d'épingles rouges. Et du coup, je me dis, qu'est-ce qu'il y a à regarder? En fait, quand tu ouvres les applis de cartes, ce que tu vois en premier, c'est quoi? C'est des boutiques, des coiffeurs, des dentistes. Et donc, tout est mélangé pêle-mêle et c'est à toi de trouver ce qui est un peu intéressant et tout est au même niveau. Donc, je me suis dit, tiens, si je crée ma propre carte, et en fait, dans ma carte, je vais tout mettre sauf ce qui n'est pas intéressant. Donc, en fait, j'ai... Le contraire de Google Maps, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, non, parce que Google, il y a tout. Il y a tout. En fait, si tu cherches quelque chose, tu le trouves. Tu vois? Mais au milieu d'autres choses. Ouais, alors en fait, Google Maps, la plupart du temps, quand on l'utilise, c'est parce que tu as rendez-vous à tel endroit et tu veux connaître le numéro de téléphone ou l'adresse, je sais pas quoi. Donc, tu cherches le nom, tu trouves et tu y vas. Par contre, pour découvrir quelque chose, c'est impossible parce que tu as tout. Donc, en fait, j'ai tout dégagé, je n'ai mis que ce qui a un intérêt d'un point de vue touristique. Donc, par exemple, je sais pas, une plage, c'est intéressant. Une statue, une fontaine, une cascade, c'est intéressant. Un coiffeur, c'est pas intéressant. Un hôtel, quand tu voyages, c'est intéressant, mais généralement, une fois que tu l'as, tu t'en fous d'avoir tous les hôtels. Si tu le cherches, tu veux le trouver. Donc voilà, c'est ce qui a fait un petit peu les règles que j'ai créées. Alors l'IA, à nouveau, m'a un petit peu aidé sur ces choses-là. Mais l'idée, donc, c'est une carte épurée où il ne reste que les trucs intéressants. Et ces trucs intéressants, en plus, je les ai scorés. C'est-à-dire qu'en gros, je leur ai donné ce que j'appelle un tourist score. C'est une estimation du nombre de gens qui s'intéressent au lieu par mois. Ce que je fais, c'est que je crée des bulles avec une prévisualisation du lieu qui sont d'autant plus grosses que le lieu est connu. Donc, si tu ne cherches que les dolmens, du coup, ils sont tous à peu près pareils, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont plus connus, donc c'est ceux-là qui vont émerger. Donc, si tu vas à Karnak et que tu cherches des dolmens, il va tous te les montrer, mais de façon exhaustive, tu vas avoir tous les dolmens, et il y en a 1 ou 2 qui vont être plus gros.
Ouais. Généralement, c'est ceux qui ont un intérêt, parce qu'en fait, il y en a même certains qui sont dans des propriétés privées, tu ne peux pas y aller. Je me suis retrouvé en voiture devant des grilles et je ne pouvais même pas aller, tu vois. Quelle déception. Exactement. Donc, au moins, ça m'aura donné l'idée du truc. Et puis, au début, je me suis dit, tiens, on va faire le truc sur les dolmens. Ouais, bon, c'est un peu limité. Allez, on va faire sur tous les lieux touristiques en France. Et puis, finalement, je l'ai fait de partout dans le monde. Donc, il y en a une douzaine de millions dedans. Alors, évidemment, quand tu donnes ce nombre, Jean-François, on se dit que tu n'as pas du tout les entrées à la main dans Around Us. Ah, il y a beaucoup de mains, mais pas les 12 millions. Ouais. C'est là où on va peut-être commencer à parler de la manière dont tu t'y es pris pour créer cette application. Évidemment, tu as des connaissances de développement, mais pas forcément de développement d'application. En tout cas, tu n'en avais pas vraiment quand tu as commencé. Et tu as eu un professeur très efficace. Exactement. Alors, mon ami ChatGPT. Mais concrètement, tu n'y connaissais rien spécifiquement dans le domaine du langage Swift, par exemple. Ah non, le langage Swift, j'avais jamais fait. Et Kotlin pour Android non plus, parce que je développe chacun en natif, en fait. Et donc, interaction avec ChatGPT. J'ai posé des questions, il me répond. Au bout d'un moment, il me donne du code, je le mets, ça plante. Je lui dis que ça plante. Il me dit désolé. Il me dit ce qu'il faut corriger. Je lui dis ça plante encore. Il me dit désolé. On corrige. Et puis au bout d'un moment, ça marche. Donc c'est comme ça que tu as fait. Clairement. Alors c'est vrai qu'à l'époque, ça plantait beaucoup parce qu'il disait vraiment n'importe quoi. Donc je lui dis tu dis n'importe quoi. Il me dit oui, désolé. Et il corrige. Mais à force, en fait, tu fais du ping-pong. Et ça finit par marcher. Et ça finit même par marcher plutôt pas mal. Donc voilà, il faut quand même faire attention. Bon, l'IA, avec toi, c'est un peu le double effet qui se coule dans Around Us, parce que tu as utilisé l'IA pour créer l'application, mais tu utilises aussi l'IA au sein de l'application pour digérer, repackager les infos qui viennent de sources publiquement disponibles. C'est ça. En fait, tu me posais la question tout à l'heure, comment ça fonctionne. Effectivement, moi, je crawl toutes les données ouvertes qui existent. Donc, il y a Wikipédia, évidemment. Il y a OpenStreetMap, qui est encore plus riche que Wikipédia en termes de nombre d'informations. C'est-à-dire que dans Wikipédia, tous les lieux connus sont présents. Dans OpenStreetMap, c'est limite chaque passage piéton et feu tricolore qui est présent. Et ensuite, tu as tout ce qui est Open Data. C'est-à-dire qu'en fait, les États, les régions, les entités administratives mettent à disposition des données. Donc, le ministère du Tourisme en France, par exemple, a un gros jeu de données qui s'appelle Data Tourisme, où il collecte tout ce qui concerne le tourisme avec des monuments, les monuments historiques, etc., etc. Et donc, tu peux aller récupérer ces infos, mais une fois que tu as toutes ces infos, il faut les dédupliquer. Donc, il faut faire en sorte d'avoir qu'une fiche pour la Tour Eiffel. Parce que si tu as 3 Tours Eiffel, ça fait tâche. C'est sûr. Voilà. Quel est le modèle économique, s'il y en a un, Jean-François, de l'application? Parce que pour l'instant, elle est gratuite. Et on n'a même pas besoin de créer un compte. Et oui, après, bon, moi, je suis un peu à part. Bon, faut dire Très déjà, ouais, parce que quand je fais des projets comme ça, mon but premier, c'est de faire quelque chose qui me plaît comme un loisir. Mon but, c'est d'aller créer surtout un beau produit et d'aller créer quelque chose qui n'existe pas. Le meilleur endroit pour voir la Tour Eiffel, c'est le Trocadéro, c'est juste en face et c'est gratos, en fait. Donc, si c'est gratos, il n'y a pas de modèle économique. Vu qu'il n'y a pas de modèle économique, si tu peux pas gagner d'argent avec ça, personne n'est assez fou pour faire ça. Donc, je me suis dit, je vais être celui qui est assez fou pour créer ce manque et de faire une application qui permet d'aller trouver tous les trucs à faire et à voir, aussi gratuits soient-ils. Est-ce qu'il y aura une étape 2 avec un début de rentabilité ou au moins d'amortissement des coûts? En fait, l'idée sous-jacente derrière Around Us, c'est que si les gens viennent sur l'application pour créer leur voyage, alors
on va pouvoir leur proposer d'aller réserver l'hôtel avec nous, d'aller réserver leur billet de train. Imaginons, tu as une entrée pour un truc, pareil, s'ils le font par nous. Généralement, dans tous ces trucs-là, il y a un modèle de commission. La commission, elle n'est pas prise sur l'utilisateur final, c'est le prestataire qui prend sur sa part et qui accepte de reverser une partie de ce qu'il gagne à celui qui lui apporte une affaire. Donc l'idée, c'est que ça soit gagnant-gagnant. Ça coûte pas plus cher aux voyageurs, quoi. Non, ça coûte pas plus cher aux voyageurs. Même des fois, ça lui revient moins cher. Quand tu passes par certaines plateformes pour réserver ton hôtel, tu peux arriver à payer moins cher que si tu allais sur l'hôtel en direct. C'est ça qui est assez fou d'ailleurs. Bon, parmi les projets là, à court, moyen terme, je sais qu'il va y avoir la possibilité de poser des questions à ceux qui sont soit sur place, dans les locaux, soit d'autres touristes comme nous qui sont peut-être passés avant nous et qui ont la réponse à une question. Ouais, effectivement. En fait, si tu veux, on pourra poser des questions et donc sur la carte, tu pourras voir les questions des gens qui sont dans le coin. Et donc, il suffit qu'il y ait plusieurs personnes qui soient dans le même coin, à commencer par les locaux, pour aller répondre aux utilisateurs. Et l'objectif, c'est que plus tu vas participer, plus tu vas avoir des fonctionnalités avancées qui vont se débloquer. Par exemple, les lieux qui n'ont pas de photos ne sont pas affichés par défaut. Et donc, les utilisateurs qui aimeront jouer avec l'application, ce sera une sorte de jeu d'aller enrichir les lieux où il n'y a pas d'image. Et ceux-là gagneront, entre guillemets, plus de karma, plus de points que les autres. Et l'idée, c'est de créer une espèce de communauté avec ces règles où ceux qui sont les plus actifs contrôleront la carte. C'est-à-dire qu'ils pourront même, demain, aller décider d'aller supprimer un lieu, le marquer comme étant fermé, etc. Les restaurants, par exemple, c'est compliqué parce que ils s'en créent et ils s'enferment tous les jours. Ça change tout le temps. Exactement. Donc, pour ça, il faut une communauté. Ouais. Jusqu'où ça peut grandir Around Us, Jean-François? Écoute, ça, on verra. Ça peut devenir un réseau social à part entière. En fait, c'est un peu mon but, c'est de créer un réseau social. Quand tu crées une communauté comme ça, tu donnes l'état d'esprit au début, et cet état d'esprit, il perdure, enfin normalement. L'idée, c'est aussi d'avoir un réseau social avec une âme, c'est-à-dire que derrière, tu retrouves des choses qui soient intéressantes. Around Us, donc c'est autour de nous, ça peut être tout. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est les lieux, c'est les voyages, mais potentiellement, demain, on pourrait arriver à référencer même les événements culturels. Tu vois, quand tu arrives dans une ville, alors les monuments, c'est facile, ils ne bougent pas. Mais savoir, tiens, est-ce qu'il y a un concert, une animation, un feu d'artifice qui a lieu à tel endroit, c'est pas facile de trouver ces infos. Personne n'a jamais vraiment réussi à faire ça. Donc, ça fait partie des petits challenges, quoi. Merci beaucoup, Jean-François Pillou, d'avoir été l'une de mes voix de la tech cette semaine. C'était un vrai plaisir. Avec grand plaisir. Plein de succès à Around Us et à bientôt. Et plein de succès aux voix de la tech, alors. Merci Jean-François. Merci à nos deux grandes voix de la tech cette semaine, Vassili Lemoigne et Jean-François Pillou. Si vous en voulez encore, la version intégrale des voix de la tech vous attend sur Apple Podcast. Merci à chacun de vous pour votre fidélité. Je vous donne déjà rendez-vous vendredi prochain. Nous serons le 2 mai et bonne nouvelle, on va s'envoyer en l'air. Je ne vous en dis pas plus. Si ça vous tente, soyez au rendez-vous. D'ici là, aidez-moi à faire connaître les voix de la tech. Vous le savez, liker, c'est pas mal, mais partager ou republier sur les réseaux, ça change vraiment tout. Et donc, à vous de jouer sur Blue Sky, X, Instagram, Facebook et LinkedIn. Merci d'avance pour votre soutien et votre fidélité. Et à vendredi prochain.